Je voyage souvent en avion pour mon travail. Les aéroports, hôtels et salles de réunion font partie de mon quotidien. Mais maintenant, j'appréhende de voyager vers de nouveaux endroits à cause d'un incident lors de mon dernier vol. Je suis consultant en marketing. J'ai 29 ans. La semaine dernière, je terminais un voyage éprouvant de 4 jours à Dallas, avec des réunions du matin au soir. J'étais complètement épuisé quand j'ai pris le vol de nuit pour rentrer à Seattle. Mon seul objectif était de monter dans l'avion, brancher mes écouteurs et m'endormir. J'étais au siège 14D, côté couloir. La femme au siège du milieu, 14C, était déjà installée à mon arrivée. Elle était jolie, mais ses grands yeux avaient quelque chose d'inquiétant, tout comme sa peau pâle. Ses cheveux étaient parfaitement tirés en chignon, mais son sourire semblait trop figé, comme si elle était anormalement consciente de son environnement. Quand elle m'a vu, elle a souri largement et m'a dit « Tu as l'air fatigué ?» J'ai poliment acquiescé en riant. « Oui, ça a été une longue semaine. » Elle a penché la tête sur le côté et répondu « Tu as l'air de quelqu'un qui a plein de rêves, mais qui n'en parle à personne. » J'ai pris un moment pour réfléchir si j'avais bien entendu. « D'accord ?» Elle rit légèrement et tapota la coudoir entre nous. « Désolé, je lis les gens. C'est une habitude. » Ce n'était que le début. Pendant les 30 premières minutes du vol, elle n'arrêtait pas de faire la conversation, me demandant d'où je venais, ce que je faisais, si je croyais au destin. Des questions normales en apparence, mais sa façon de les poser me mettait mal à l'aise. Elle penchait la tête et répétait mes mots, exactement comme je les disais. Elle imitait comment j'ajustais mes manches et comment je croisais les jambes. Chaque petit mouvement que je faisais, elle le reproduisait quelques secondes après. À un moment, j'ai dit « Je vais probablement essayer de dormir bientôt. » Elle a répondu « Le sommeil est une chose étrange. On ne sait jamais qui nous observe quand on est parti. » C'était suffisant pour moi. J'ai mis mes écouteurs et me suis adossé comme si j'allais dormir. Le reste du trajet était calme. Du moins, c'est ce que je ressentais après avoir fermé les yeux. J'étais certain que cette folle me regardait. Mais je n'ai pas ouvert les yeux pour le vérifier. Nous avons atterri vers 1h du matin. Comme prévu, l'aéroport était à moitié désert. Les gens étaient somnolents en récupérant leurs bagages et en sortant. Une fois debout, après avoir pris mon bagage à main, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une femme qui était derrière moi sortait de l'aéroport. Elle n'avait rien à porter, ni sac à main, ni bagage. J'ai vite traversé le terminal vers l'hôtel, préférant éviter de la recroiser. Pas question de l'affronter après son comportement dans l'avion. À l'entrée vitrée de l'hôtel, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi et elle était là, immobile. Ses yeux fixés sur moi, elle clignait à peine. Elle ne fit ni signe ni sourire, juste regardait. Je me suis dit que c'était sûrement une coïncidence. Peut-être attendait-elle quelqu'un ou habitait près d'ici sans besoin de bagages. Mon cerveau essayait de rationaliser la situation. Je me suis enregistré, j'ai pris ma clé et suis monté chambre 508 au 5e. Une fois entré, je me sentais mieux. Je me suis rafraîchi et suis allé directement au lit. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant cette sensation douloureuse. Il y avait une énorme pression sur ma poitrine, comme si quelqu'un avait posé un rocher sur moi, écrasant mes poumons. J'ai ouvert les yeux en suffoquant et j'ai immédiatement crié. La femme psychopathe du vol était assise sur ma poitrine. Ses genoux s'enfonçaient dans mes flancs, à cheval sur mes côtes. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux déjà grands semblaient encore plus larges dans le noir. Et son sourire, mon Dieu, si étiré qu'il n'avait rien d'humain. « Tu n'étais pas censé m'ignorer », murmura-t-elle. Je ne pouvais pas bouger. Je n'arrivais plus à respirer. Elle sortit de sa poche une pince à cheveux métalliques tordue au bout. « J'ai utilisé ça pour ouvrir ta porte », gloussa-t-elle. J'ai essayé de crier. Elle posa un doigt sur mes lèvres. « Chut, ne gâche pas ce beau moment entre nous. » J'ai explosé. Je l'ai poussée très fort. Elle trébucha et tomba au sol, hurlant de douleur. J'ai vite attrapé mon téléphone et appelé la réception. « Ah, allô ? Quelqu'un s'est introduit dans ma chambre. » Pendant que je parlais, elle s'est levée et s'est enfuie avant que je puisse l'attraper. La sécurité est arrivée en quelques minutes. Je leur ai montré la barrette tordue qu'elle avait laissée tomber et le verrou de ma porte avec des traces d'effraction. Les agents ont vérifié tout le hall et la sortie de l'hôtel, mais elle avait disparu.
Les seules preuves étaient les vidéos de surveillance la montrant entrer puis s'enfuir par la porte arrière. C'était comme si elle connaissait parfaitement le bâtiment. Quand les policiers sont arrivés, je leur ai donné son numéro de siège et ses infos de vol. La TSA a vérifié les registres d'embarquement, mais on a découvert qu'elle avait utilisé une fausse identité, même un faux passeport. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Les policiers m'ont dit que j'avais eu de la chance, qu'elle aurait pu avoir un couteau, qu'elle aurait pu faire pire. Mais voilà le truc, elle a fait pire, pas physiquement, mais je n'ai plus dormi une nuit complète depuis. Je vérifie les serrures 4 fois avant de me coucher. Quand je voyage, je cale une chaise sous la poignée de la porte. Je vois ce sourire chaque fois que je ferme les yeux. Je l'entends dire « Tu étais censé faire attention à moi ». J'aurais aimé ne jamais prendre cet avion ou au moins avoir un autre siège pour ne jamais la rencontrer. Je ne suis pas du genre à poster des histoires sur Internet. Le travail, les courses et ma fille de 2 ans, Vicky, occupent la majeure partie de ma vie de mère célibataire de 35 ans. Pourtant, je repense sans cesse à ce qui s'est passé à l'aéroport la semaine dernière. C'était terrifiant, une vraie horreur, et je pense que les gens devraient être au courant. Nous prenions l'avion de l'Inde vers l'Australie pour voir mes parents. C'était un long voyage, et j'ai choisi un vol du matin car Vicky fait sa sieste à cette heure-là. L'aéroport était bondé. Je ne l'avais jamais vu aussi plein. Je me frayais un chemin dans la foule avec sa poussette tout en tenant nos passeports et billets, guettant les panneaux d'embarquement en espérant que Vicky reste calme. Heureusement, elle était tranquille, serrant son petit lapin en peluche et suçant sa tétine. Je me souviens d'avoir été soulagé jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'inquiétant. Une femme en tenue visiblement luxueuse était assise près d'une des zones d'attente. Elle avait l'apparence de quelqu'un sorti d'un magazine de mode avec des perles, des boucles d'oreilles en or et de grandes lunettes de soleil. Elle regardait aussi Vicky. On aurait dit qu'elle essayait de mémoriser son visage. J'ai écarté cette idée, pensant qu'elle trouvait Vicky adorable. Ses grands yeux et ses cheveux ondulés attirent l'attention, les gens la regardent souvent. Pourtant, je me sentais observé même après avoir changé d'endroit. Quoi qu'il en soit, peut-être à cause de la chaleur et du stress, je commençais à me sentir mal. J'ai pris la décision rapide d'aller aux toilettes avant l'embarquement. J'ai garé Vicky juste devant les toilettes des femmes, face au mur, poussette verrouillée pour 1 minute. Je lui ai dit « Maman revient dans 1 seconde ». Elle a hoché la tête comme toujours. La file d'attente à l'intérieur était courte. Je suis parti pendant environ 90 secondes. Mais quand je suis sorti, la poussette avait disparu. Pendant 1 seconde, je me suis figé. On ne réalise pas ce genre de choses instantanément. J'ai regardé à gauche, à droite, puis j'ai couru dehors en hurlant. « Mon bébé! Où est mon bébé ?» C'est là que je l'ai vue. C'était la même femme que j'avais vue plus tôt. Elle marchait vite vers un autre terminal, poussant la poussette de ma fille. J'ai couru après elle et j'ai crié « Arrêtez! C'est mon enfant! Qu'est-ce que vous faites ?» Elle s'est retournée, d'un calme déconcertant, et a dit « Pardon ? Non, c'est ma fille. Vous devez vous tromper. » Mon sang s'est glacé. Vicky pleurait, tendant les bras vers moi. J'ai tenté de saisir la poussette, mais elle l'a retenue fermement et a hurlé « Ne touchez pas à mon enfant. » La sécurité est arrivée en quelques secondes. Je croyais qu'ils allaient m'aider. J'étais affolé, montrant Vicky du doigt, essayant d'expliquer. « C'est ma fille. Elle a essayé de me la voler. » Mais au lieu de l'arrêter ou de vérifier nos identités, ils ont hésité. L'un des agents m'a examiné de haut en bas. Je portais un t-shirt large, un jogging, pas de maquillage, en sueur d'avoir couru partout. La femme avait l'air riche, soignée, élégante et parfaitement calme. Elle a dit posément « Cette femme est instable. » Elle s'est précipitée vers moi en criant, essayant de prendre ma fille. Et juste comme ça, l'agent a commencé à me questionner, me demandant si j'avais une preuve que l'enfant était le mien. J'ai sorti mon passeport et les documents de voyage de Vicky, mais le type les regardait à peine. La femme a croisé les bras et a dit « N'importe qui aurait pu falsifier ça. » La foule autour de nous n'aidait pas. J'ai entendu quelqu'un marmonner « Oh là, on dirait une bataille pour la garde !» et un autre dire « La femme riche ne mentirait pas. » Regarde comme elle est calme. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était comme un cauchemar tordu. Ma fille pleurait pour moi. Et pourtant, c'était moi qu'on mettait en doute. C'est là que j'ai craqué. J'ai hurlé. « Elle ne prendra pas mon bébé. Appelez la police tout de suite. Faites un test ADN. Ce que vous voulez, mais appelez-les maintenant. » Le mot police a tout changé. L'expression de la femme a changé un instant. Une lueur de panique. Et soudain, sans prévenir, elle a poussé la poussette vers moi.
Elle m'a écrasé le pied. J'ai crié en sentant mon ongle d'orteil se fendre, le sang imbibant ma sandale. Elle s'est mise à courir. Les gardes l'ont poursuivie, mais elle était rapide. Elle a disparu dans la foule en quelques secondes. La police est arrivée peu après, et je leur ai tout montré. Mon passeport, l'acte de naissance de Vicky, des photos et nos billets d'avion. Ils m'ont cru sur le champ. Un policier m'a fait asseoir pendant que l'autre consultait les vidéos de surveillance. Ils ont tout vu. Les images montraient tout. La femme rôdant près des toilettes, puis prenant la poussette et partant comme si c'était la sienne. Ce n'était pas son premier coup. Elle avait un casier judiciaire. Elle avait été soupçonnée d'enlèvement d'enfants au moins 2 fois dans d'autres villes, mais avait réussi à s'échapper. Elle savait se fondre dans la masse, rester calme et manipuler la perception des gens. Elle utilisait son apparence et sa classe sociale comme des armes. Le pire, les policiers ont réprimandé le garde qui avait douté de moi et retardé l'intervention à cause de mon apparence. J'ai appris plus tard qu'il avait été renvoyé. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il jugeait les gens sur leurs vêtements ou leur couleur de peau. Nous avons finalement embarqué dans notre avion. J'ai serré Vicky fort tout du long, lui murmurant que tout allait bien maintenant. Mais la vérité, c'est que ça aurait pu mal finir. Je n'arrête pas de penser. Et si je n'étais pas sorti des toilettes à temps? Et si elle avait marché assez vite pour quitter le terminal avant que quelqu'un ne s'en aperçoive? Et si la foule avait pris son parti et m'avait retenu? C'est terrifiant de voir à quelle vitesse les gens jugent. Une tenue élégante et un faux calme ont suffi pour qu'une inconnue tente de voler ma fille avec la complicité des autres. Je partage cette histoire car les kidnappeurs n'ont pas toujours l'air effrayants. Ils ne portent pas de masques ou d'armes. Parfois, ils portent du parfum et des perles, et la société les aide juste parce qu'ils ont l'apparence qu'il faut. On dit qu'il faut être prudent la nuit sur les routes isolées et désertes, mais en réalité, le danger ne rôde pas toujours dans les endroits sombres. Parfois, il survient dans les lieux où l'on se sent le plus en sécurité. L'incident que je vais vous raconter s'est produit dans un aéroport. C'était tôt le matin, après qu'un vol de nuit ait été retardé. J'avais une longue escale au milieu de mon voyage. L'aéroport était très calme. Beaucoup dormaient sur des rangées de sièges ou regardèrent leur téléphone en silence, écouteurs aux oreilles. J'ai décidé de me rafraîchir dans l'une des toilettes pour femmes au bout du terminal. Ces toilettes avaient plusieurs cabines individuelles et étaient nichées entre 2 boutiques fermées. Seules les personnes désespérées ou cherchant la solitude choisiraient ces toilettes. Je me suis installé dans l'avant-dernière cabine et j'ai regardé mon téléphone un moment, juste pour rester éveillé. Je n'ai entendu personne entrer. Aucun bruit de porte qui s'ouvre. Pas un seul bruit de pas. Rien. Cependant, dès que j'ai tiré la chasse et ouvert la porte, j'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom. « Salut, Claire !» Je me suis figé. Je connaissais cette voix. Mon estomac s'est noué. Il se tenait près des lavabos. Ryan, mon ex. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Je ne l'avais pas vu depuis que j'avais quitté le Texas et changé de numéro. La dernière fois, c'était quand j'ai déposé une plainte suite à ses menaces. J'ai déménagé dans un autre état juste pour lui échapper. Il portait un manteau beige, celui qu'il mettait pour paraître inoffensif. Ses yeux étaient enfoncés. Dans sa main gauche, un petit bouquet de roses de station-service. Sa main droite tremblait légèrement. « Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer », dit-il d'une voix douce comme si de rien n'était. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait un pas vers la porte. Il a bougé plus vite que prévu. En seconde, il a bloqué la sortie. Ne complique pas les choses, Claire. Sa voix restait basse, mais le ton avait changé. Plus tranchant, comme un avertissement. J'ai dit, les dents serrées. Écarte-toi. Tout de suite, j'ai tenté de le bousculer. Il m'a repoussé, pas fort, mais assez. Les fleurs sont tombées au sol. J'ai crié, à l'aide! Quelqu'un, aidez-moi! C'est là que tout a dérapé. Il a paniqué. Il a plongé la main dans sa poche et sorti un cutter. À ce moment-là, ma première pensée fut qu'il allait me tuer. Mais il ne s'est pas approché de moi. À la place, il s'est tranché l'avant-bras. La lame coupa net et le sang jaillit instantanément. Je suis resté là, figé par le choc. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où il irait juste pour prouver son point. Il m'a regardé avec des yeux fous et humides et a dit « Tu ne m'oublieras pas maintenant ». Avant que je puisse réagir, il s'est avancé, a saisi mon poignet et a barbouillé mon visage de son sang. Il a même éclaboussé mes mains en hurlant
Regarde ce que tu m'as fait faire. Tout ça, c'est à cause de toi. » La sensation collante et chaude suivie d'une odeur métallique m'a donné la nausée. J'ai essayé de me dégager, mais il tenait fermement. « Tu te souviendras de moi, » répétait-il. « Tu te souviendras toujours de moi. » Je me suis battu comme un diable. Je lui ai donné un coup de pied au genou, les poussé fort, et j'ai couru vers les stands. Il ne m'a pas poursuivi. Il est resté là, riant à travers ses larmes, le sang coulant de son bras et de son manteau. Je criais à l'aide. La sécurité de l'aéroport a fait irruption environ 30 secondes plus tard. J'aime penser que quelqu'un avait entendu mon cri, ou peut-être qu'une caméra extérieure a détecté que quelque chose n'allait pas. Quoi qu'il en soit, je remercie Dieu qu'il soit arrivé à ce moment-là. 3 d'entre eux l'ont plaqué au sol. Le cutter a glissé sur le carrelage. Il ne s'est pas débattu, répétant juste « Elle sait maintenant. Elle sait maintenant. Elle ne m'oubliera pas. » Ils ont appelé la police et les ambulanciers. Il a été menotté et emmené sur une civière. Il me souriait sans cesse. J'arrivais à peine à parler quand la police est venue m'interroger. Ils ont dû tenir le papier pour que je signe, car mes mains tremblaient trop. J'ai attendu encore 1 heure dans les toilettes, hésitant à sortir avant mon prochain vol. Ils m'ont proposé un endroit plus sûr, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. C'était trop à digérer pour moi. Le traumatisme d'être impuissante face à mon ex-psychopathe continuant ses horreurs est devenu mon cauchemar permanent. Je me suis frotté le visage pendant 10 minutes et je sentais toujours le sang. Je n'arrivais pas à le faire sortir de mon nez. Je n'arrêtais pas de voir son visage. Impossible d'oublier son énorme sourire, ses yeux maléfiques brûlants et sa façon de répéter que je ne l'oublierai jamais. Il avait raison, cependant. J'avais passé 1 an à reconstruire ma vie. Je me croyais en sécurité pendant 1 an. J'ai déménagé, changé de numéro et tout verrouillé sur les réseaux sociaux. Mais il m'a quand même retrouvé. Il savait que je serais dans ce terminal, à cette porte, dans ces toilettes. Et c'est ce qui me hante le plus. Comment le savait-il? La police a trouvé des captures d'écran de ma réservation de vol dans son appartement. Il me suivait en ligne, même sous mes nouveaux pseudos. Ça a continué même après avoir bloqué tous les comptes auxquels je pensais. Pendant des mois, il me traquait comme un chien de l'enfer. Je ne me sens pas en sécurité, même s'il est en prison pour agression et harcèlement. Je vérifie derrière chaque porte quand j'entre dans des toilettes publiques. Je ne voyage plus seul en avion. J'ai toujours du spray au poivre, même pour aller à ma voiture. Je ne sais pas quand je serai libéré de ce traumatisme. J'ignore si je serai un jour à l'aise, seul dans des lieux publics.